Sur la télévision Futur Média, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, les mises en garde du président de la République contre les pourfendeurs de l'État apathique. Dernière étape de sa tournée économique, Macky Sall a décoché ses flèches à l'endroit des détracteurs de la République et demandé à son gouvernement de mieux promouvoir les actions de l'État. Litige foncier à Mbaye, les populations mettent la pression sur les autorités pour obtenir gain de cause. Elles s'insurgent contre la spoliation de leurs terres et n'excluent pas d'engager à nouveau la bataille si rien n'est fait pour débouter le promoteur immobilier qui se réclame propriétaire de ces terres. Éliminatoire de la Coupe du Monde, le Sénégal fait face au journal que nous ouvrons tout de suite avec les mises en garde du chef de l'État en plein conseil présidentiel à Fatick. Sur un ton ferme, Macky Sall a déclaré qu'il n'accepterait aucune tentative de déstabilisation du pays. Le président de la République, qui promet de lourdes sanctions aux pourfendeurs de l'État, a invité membres du gouvernement et militants à faire face aux attaques contre la République. Nous l'écoutons. Ceux qui pensent d'ailleurs, et je les mets en garde, qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. S'ils pensent que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, c'est qu'ils n'ont rien compris. Rien. Moi, j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu. J'espère qu'il viendra d'ici, que ce sera vous. Mais moi, dans mon magistère, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Jamais. Maintenant, ceux qui veulent le tenter, ils n'ont qu'à essayer, puis on verra bien. Quand même, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils vont détruire le pays comme ça. Si ay wax rek ay fen sos jaxase. Ay radio télé chaque jour radio télé mensonge internet. C'est comme ça qu'on va développer le pays. C'est comme ça qu'on va donner l'emploi aux jeunes. Il faut que les gens arrêtent un peu et qu'on s'organise pour sauver ce pays. Dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Tous les jours, vous voyez à la télé, les pays les plus développés sont inondés. Il y a de l'eau partout. Les gens ont des difficultés. Le monde est ainsi fait. Il y a la guerre partout. Et nous restons dans le domaine politique avec cette fois-ci Alioune Sarr, ex-responsable de l'AFP, ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2024, qui rejette toute idée de report de l'élection présidentielle. Face à l'immigration clandestine, il propose un programme de sortie de crise. Selon l'ancien ministre, il faut déconcentrer les opportunités économiques pour mieux répartir les jeunes sur le territoire et les former au métier du pétrole et du gaz. Le reportage est signé Cheranda Diop et Saïlatia. L'image de certains leaders de l'opposition, Alioune Sarr, ancien ministre des Transports aériens, candidat à l'élection présidentielle, abonde dans le même sens. Il rejette toute idée de report de la présidentielle de 2024. Moi, j'ai foi à mon peuple, j'ai foi à ma nation, et donc je n'ai aucun doute, parce que les Sénégalais n'accepteront jamais que le processus électoral soit biaisé. Le peuple sénégalais votera, et ce vote sera sécurisé, et le meilleur gagnera l'élection et il présidera aux destinées du Sénégal. Aucune autre solution n'existe. La seule solution est un vote transparent, un vote honnête, un vote équitable. Le Sénégal a un potentiel économique certain. Alioune Sarr est d'avis, pour sa part, que les ressources que nous exploitons doivent être une opportunité pour préparer les jeunes à intégrer l'appareil productif du pays. On a proposé une loi d'orientation. L'enjeu est de produire le gaz et le pétrole sur place pour que les 600 métiers qui sont dans le gaz et le pétrole soient donnés aux jeunes. Nous pouvons créer pour la jeunesse sénégalaise ici au Sénégal. Mais aussi la chaîne de valeur sur l'or. Parce que vous faites qu'à nous produisons au Sénégal 20 tonnes d'or. 800 milliards. L'or aussi, nous produisons au Sénégal 20 tonnes par an, équivaut à 800 milliards de francs CFA. Cela va contribuer davantage au développement de l'économie nationale. Justement, c'est 800 milliards à l'économie nationale en termes de création d'emplois, mais aussi en termes de recettes fiscales pour l'État du Sénégal. Alioune Sarr appelle les jeunes à abandonner l'immigration clandestine. Selon lui, on peut rester et réussir au pays.
L'ADA, une organisation qui milite en faveur des droits humains, se penche sur la décision de la Cour suprême après renvoi de l'affaire Ousmane Sonko devant le tribunal hors classe de Dakar. Selon son secrétaire général, ce renvoi aurait pu être évité, la Cour suprême ayant la latitude de vider cette affaire et d'édifier une bonne fois l'opinion publique tenue en haleine par ce feuilleton judiciaire depuis des mois. Je vous propose d'écouter tout de suite Ousmane Coulibaly. Il est secrétaire général de l'ADA. Il s'exprime au micro d'Al-Hassan et Modou Diop. Sur le fait qu'aucun des droits de M. Ousmane Sonko n'a été biaisé, bon là, nous ne sommes pas d'avis bien sûr, parce que nous sommes tous au Sénégal et nous avons quand même constaté, sans pour autant prendre parti, parce que nous sommes une organisation des droits de l'homme, des droits humains, nous avons constaté qu'il y a des forfaitures d'État qui ont été faites, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le simple fait de barricader une personne chez elle pendant plus de 50 jours, ça c'est une forfaiture, alors que rien n'exigeait cela. Maintenant, concernant la dissolution du parti PASTEF, comme j'ai dit tout à l'heure, le juge juge sur des pièces. Donc c'est des preuves qu'on lui donne. Aujourd'hui, la loi sénégalaise prévoit la dissolution des partis politiques sur présentation aujourd'hui d'un rapport du ministre de l'Intérieur. Le président peut légalement dissoudre un parti politique. Concernant maintenant la décision de la Cour suprême, comme j'ai dû le dire tout à l'heure, j'entends des débats, la Cour ne devait pas renvoyer, elle devait renvoyer, mais il faut savoir que la loi donne légalement également à la Cour suprême la possibilité de renvoyer ou de vider l'affaire. Ça dépend du contexte. Et dans cette affaire, a fortiori en matière électorale, comme vous l'avez dit, il y a des délais qui sont là. Donc, et comme j'ai dit tout à l'heure également, on risque de voir un dommage irréparable à l'encontre d'un potentiel candidat. Et dans ces affaires-là, même s'il n'y avait pas une jurisprudence en 2018 et une jurisprudence dans l'affaire un certain Ndiaye, Aïssata Tall Sall, effectivement, même s'il n'y avait pas cette jurisprudence, la Cour pouvait le faire également, vider l'affaire définitivement. À Mbaye, dans la commune de Bambilor, les populations se radicalisent face à ce qu'elles considèrent comme étant une spoliation de leurs terres. Le promoteur immobilier Souhaï Boussek est accusé d'accaparer illégalement plus d'une vingtaine d'hectares dans ce village. Les négociations étant dans l'impasse, les riverains menacent de reprendre les affrontements si le promoteur persiste dans sa volonté de détruire leurs champs. Nous écoutons Pape Omar Sarr, porte-parole du jour, avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Nous sommes sur le site, ces travaux-là ne vont pas être achevés. Nous allons essayer en justice, parce que c'est illégal ce qu'il a fait. Abdoulaye Wade, quoi qu'on dise, avait pris le soin de protéger tous ces villages-là. Voilà que quelqu'un s'est introduit de façon illégale du conservatoire foncier. Et même aussi au niveau des impôts et domaines aussi, il y a des choses à revoir. Comment quelqu'un qui ne connaît même pas ce lieu-là est venu jusqu'ici pour saccager ces terres-là. Moi, je crois qu'il a bénéficié de complicité. Autorités locales, mais c'est les autorités qui sont au courant de ça. Ces autorités-là sont au courant de ça. Parce que comment quelqu'un peut s'accaparer toutes ces terres-là sans l'information même sans que les autorités ne soient informées. Ce que nous demandons, c'est des actes administratifs. L'arrêt de tous ces travaux de terrassement, qu'on aide immédiatement, ou bien même saisir le juge des référés, qu'on arrête tous ces travaux-là au niveau du site, en attendant de voir ce litige-là. En prélude aux élections de représentativité prévues le mois prochain, la CNTS prône l'union du mouvement syndical. Cheikh Diop et ses camarades pointent du doigt l'absence de concorde qui prévaut au sein du secteur et préconise la réunification des forces syndicales pour accentuer la lutte, mais aussi mieux faire face à la floraison des mouvements revendicatifs. Alassane Ba et Modou Diop ont assisté ce samedi à l'atelier de la CNTS FC compte rendu. Cette rencontre va permettre à la CNTS FC de partager ses différentes stratégies et l'objectif, c'est de voir comment aborder les élections de représentativité à venir. Aujourd'hui, tous nos délégués, tous nos représentants au niveau de tous les départements sont mis à niveau. Ils ont avec nous la même compréhension de nos stratégies et de nos programmes, du déroulement également des élections. Dans la mission syndicale, l'adversité n'a pas de place, c'est la conviction de Cheikh Diop et compagnie qui estiment que tous les travailleurs qui ont besoin d'accompagnement doivent être accompagnés. L'autre élément qu'ils regrettent, c'est la dispersion du mouvement syndical qui impacte
la lutte. À côté de cette dispersion des forces syndicales, on a constaté également la désillusion des entités du mouvement syndical, parce que le mouvement syndical repose sur des fondements idéologiques. Et ces fondements idéologiques ont été posés par deux entités essentielles, le mouvement ouvrier et l'élite intellectuelle engagée. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de syndicats de l'élite sont en dehors des centrales syndicales qui regorgent, qui regroupent le mouvement ouvrier. Cette désunion des entités du mouvement syndical impacte la lutte. Cette dispersion des forces du mouvement syndical impacte la lutte. Si bien qu'aujourd'hui, la lutte est désorganisée. À côté de cette désorganisation due par la dispersion et la désunion des entités essentielles du mouvement syndical, il y a également cette floraison de mouvements revendicatifs qui naissent. Il y a les consommateurs qui revendiquent une partie de notre mission, l'allègement du panier de la ménagère. Il y a les droits de l'hommiste qui revendiquent une partie de notre mission. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'activistes qui revendiquent également une partie de notre mission. Nous avons intérêt à réunifier nos entités. Une fois leader du mouvement syndical, la CNTS-FC se fixe comme défi de renverser les tendances actuelles du dialogue social. Il s'agira de mener le combat pour un dialogue social de conquête au lieu d'un dialogue social de restitution. Parlons à présent de cette signature de convention entre le comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis et l'organisation algérienne du commerce et de l'investissement social. L'objectif, booster l'économie entre ces deux pays, notamment dans les domaines agricoles et gaziers. L'Algérie étant un pays ayant une solide expérience dans le domaine des hydrocarbures. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Le comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis et l'organisation algérienne de commerce et de l'investissement social unissent leurs forces pour développer l'économie entre les deux pays. Ali Mbadara Samb, le gouverneur de la région de Saint-Louis, a rappelé les relations qui unissent les deux pays et qui datent de plusieurs dizaines d'années. Selon lui, avec cette convention, les deux structures seront bien outillées dans plusieurs domaines. La culture, le tourisme, bref, tous ces secteurs-là, du primaire au tertiaire, il y a des larges perspectives qui s'offrent. Sur le plan scientifique, il y a quand même beaucoup de possibilités. Mais le must, c'est les perspectives gazières qui s'offrent à notre région. Le comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis et l'organisation algérienne ont rappelé les potentialités économiques des deux régions. Nous voulons l'accompagnement des Algériens parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup outillés dans plusieurs domaines. Mais il reste juste l'agriculture. Et nous pensons qu'avec l'accompagnement des Algériens, les producteurs de la région seront bien outillés. Des spécialistes algériens dans différents domaines veulent contribuer au développement de la région nord. Ils comptent partager leur expertise dans l'exploitation des ressources gazières. L'Algérie a une expertise de plus de 40 ans, durant 52 ans d'expérience, qui permettra peut-être de prendre en charge certaines volets propres économiques et scientifiques et qui permettront d'élargir l'assiette. Les deux délégations ont visité l'exposition des produits algériens. Le comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis va se rendre prochainement en Algérie avec la presse saint-louisienne. Allez, parlons santé à présent avec le lancement des opérations de saupoudrage et de désinsectisation dans le département de Pikine où une cinquantaine de cas de dengue ont été décelés. Au-delà de la dengue, cette opération vise également à lutter contre les autres maladies transmissibles. Le compte-rendu est signé d'Issa Prera Abdoulaye Patéane. Face à la présence et à la prolifération de la dengue dans le département de Pikine, le service national d'hygiène est à pied d'œuvre. Ainsi, le service a lancé une grande opération de saupoudrage et de délarvation. Objectif, lutter contre les moustiques et autres vecteurs de maladies transmissibles. Nous avons vu qu'il y a une prolifération de moustiques, causant beaucoup de nuisances pour toute la région, des bassins de rétention qui sont remplis et puis entourés de terres. Et donc, en plus maintenant des cas de dengue, que nous avons notifiés, dans le district sanitaire de Pikine. Donc c'est actuellement le district qui est le plus touché, parce qu'il y a d'autres régions même qui ont notifié des cas de dengue. On parle de 55 cas de dengue. Oui, 57 je crois, si madame le médecin chef du district ne me demande pas, je crois que ça tourne autour de une cinquantaine de cas, 57 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous comptez faire? Voilà, par rapport à tout cela, il va falloir, comme je l'ai dit, rompre la chaîne de transmission. La dengue, c'est une arbovirose, c'est une maladie, n'est-ce pas, qui n'a pas de traitement spécifique. Une activité de prévention qui sera étendue sur l'ensemble du territoire de la région de Dakar et l'État n'a pas hésité à sortir les gros moyens. Le service national d'hygiène compte
déroulé une campagne de lutte, mais de lutte ardue et féroce contre les bactéries et autres moustiques, une lutte antibactérienne. C'est heureux que le département de Pikine abrite une telle activité, surtout au niveau de la commune de Guinaw Rail Sud, qui, comme vous le savez, abrite un certain nombre de bassins de rétention qui sont des lieux de prédilection, de reproduction et de prolifération, en tout cas, qui sont des gîtes larvaires. Pour cette campagne, la brigade régionale d'hygiène de Dakar a mobilisé 118 agents, les 6 sous-brigades de Dakar ainsi que 12 districts sanitaires. Renforcement du système sanitaire, de nombreuses structures dotées de moyens pour une prise en charge plus efficiente des malades. À Dakar, nombreux sont les hôpitaux qui ont pu bénéficier d'un don de matériel. Le gouverneur de Dakar, qui a procédé à la remise de ce don, précise les objectifs visés. Il s'agit entre autres de l'amélioration du plateau technique et un meilleur encadrement des patients. Mamadou Fall, Amadoba. 3 hôpitaux dotés de matériels médicaux pour une meilleure prise en charge des malades. L'État du Sénégal continue de matérialiser sa politique sanitaire. Le ministre nous a personnellement instruit de procéder à cette remise pour insister auprès des directeurs de ces hôpitaux. Il s'agit de l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, l'hôpital de Pikine et l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Donc insister auprès de ces autorités pour que ces ambulances soient au service exclusif des patients. Des ambulances de dernière génération pour renforcer le secteur de la santé. Nous avons reçu des ambulances de dernière génération, c'est-à-dire c'est de la logistique qui va servir de transporter le malade, mais de façon sécurisée. Donc c'est des ambulances médicalisées où on peut même effectuer la réanimation à l'intérieur. Et nous saluons vraiment son leadership au sein du département du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Chaque ambulance a coûté un peu plus de 68 millions de francs CFA. Donc la garantie qu'on peut donner à Madame le ministre de la Santé, c'est que la maintenance de ces ambulances sera très bien assurée. Pour le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane, pas besoin de se poser la question à savoir où sont passés les milliards investis dans le secteur de la santé. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. C'est ce qui se posait la question tous ces jours-ci dans certains journaux de la place. Où sont passés les milliards de la santé? Voilà les milliards de la santé. Les milliards de la santé, c'est des ambulances médicalisées toutes neuves pour nos structures. C'est des amplificateurs de brillance dans les structures. C'est des échographes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nos structures sont en train d'être très bien équipées par Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc, demandez aux populations encore sénégalaises de persévérer encore un peu et que d'ici peu, ils verront les résultats, les fruits du travail de Madame la ministre de la Santé à la tête de ce département. La santé des populations, une des préoccupations majeures de l'État du Sénégal. Plusieurs hôpitaux seront dotés d'ambulances de haute technologie pour soulager les populations. Allez, focus à présent sur les journées de périnatalogie. Au menu de la 4e session, la prise en charge des nouveau-nés de faible poids de naissance. Selon la Société sénégalaise de pédiatrie, ils représentent ces bébés 19% des naissances vivantes et leur prise en charge laisse à désirer, une situation à laquelle les pédiatres veulent apporter des correctifs. Ils en ont longuement parlé lors de ces journées de périnatalogie à laquelle ont assisté nos reporters Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. Les nouveau-nés de faible poids de naissance représentent un problème de santé publique, avec une mortalité néonatale assez importante. Au Sénégal, sur 1000 naissances, 21 représentent des anomalies à la naissance. Pour dire que la mortalité néonatale reste encore élevée par rapport aux objectifs qu'on se fixe pour 2030, donc pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, au Sénégal à 21 pour 1000 naissances vivantes. Et quand on regarde environ sur les 20 millions d'enfants qui naissent, une bonne partie, une bonne proportion sont des nouveau-nés de faible poids de naissance. Et parmi ces nouveau-nés de faible poids de naissance, beaucoup sont des prématurés.
Et nous savons que ces enfants peuvent présenter des complications qui peuvent mettre en jeu plutôt leur pronostic vital. Les faibles poids de naissance sont causés par plusieurs facteurs. Causes liées à la mère elle-même. Il y a ce qu'on appelle les causes vasculaires, donc les problèmes d'hypertension chez la femme enceinte. Mais même avant cela, il y a les causes nutritionnelles. Donc nous savons qu'une nutrition optimale est nécessaire donc, à la femme de façon générale, mais particulièrement à la femme enceinte. Il y a les infections qui peuvent survenir au cours de la grossesse et des anomalies du contenant, ce qu'on appelle le contenant, c'est-à-dire des malformations au niveau de l'utérus. La prise en charge de ces nouveau-nés à faible poids de naissance laisse à désirer, d'où l'appel lancé par les pédiatres pour une ressource humaine de qualité et des matériels adéquats. Mais avant cela, il faut d'abord le diagnostic même de ce faible poids pendant la grossesse. C'est-à-dire s'il y a un risque de prématurité, de naissance prématurée, il faut que ce risque soit évalué et que la prise en charge de cet enfant se fasse dans un milieu adéquat, au mieux que la femme accouche dans une structure où il y a une unité qui peut prendre en charge ce nouveau-né qui est fragile, donc ce nouveau-né qui est de faible poids de naissance. Donc je parle donc de problèmes de ressources humaines de qualité, de l'accouchement dans une structure adaptée. De ces journées de périnatologie qui coïncident avec la journée mondiale de la prématurité, des échanges se feront sur les meilleures pratiques à adopter pour donner le maximum de chances de survie à ces nouveau-nés fragiles. Allez, parlons de développement avec la commune de Joal qui liste ses priorités en termes de développement, priorités parmi lesquelles la réhabilitation de l'axe Joal-Mbour demeure la plus urgente. Le premier adjoint au maire de la commune de Joal-Fadiout, Omar Ba, a annoncé que les travaux de cette route sur un linéaire de 39 km démarreront incessamment. L'annonce est faite lors de la cérémonie de clôture de l'atelier de priorisation des cibles des ODD de la commune de Joal-Fadiout où d'autres priorités ont été également déclinées. Nous écoutons Omar Ba au micro de Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Les priorités les plus urgentes telles que définies dans le cadre de notre travail, c'est l'eau, l'assainissement, l'éducation, la santé. L'assainissement, cela relève de l'État. Et Joal est inscrit dans le cadre du programme 2024 pour l'assainissement national. Pour le cadre de la santé, nous avions priorisé la construction d'un autre poste de santé. Heureusement, le PUDC a pris ça en charge. Et pour l'éducation, des écoles primaires sont en train d'être refaites et des classes sont en train d'être construites. Dans Mboudaï, c'est prévu la construction d'un poste de santé. Les autres priorités actuellement, c'est le démarrage des travaux de la route nationale, la 705 départementale Mbour-Joal et les pistes de dégagement de Caritas, de Cité-Lycée et de Helcom. Déjà, les gens de Jean Lefebvre sont là, ils ont loué leur logement, ils ont fini de travailler leur base. Et la dernière information que j'ai eue tout de suite, ils ont envoyé une correspondance pour dire qu'ils vont essayer de venir dans les 15 jours qui suivent. C'est 32 km plus 7 km à l'intérieur de la ville. D'après les sources qu'on a eues, ils vont commencer par la deuxième route. Après cet atelier, on va se réunir pour analyser les résultats de l'atelier et commencer maintenant à mettre en place la rédaction du document. Le document final sera adressé au niveau des autorités supérieures, le préfet, ensuite au niveau national. Et nous allons essayer de vendre ce document-là au niveau national et international pour que les projets qui sont à l'intérieur soient pris en charge par des intermédiaires. Et puis, préoccupé par le phénomène de l'immigration clandestine, l'artiste Baba Mal alerte les autorités sur ce fléau. Selon le leader du Dandé-Légnol, ces risques pris par les jeunes au péril de leur vie traduisent un malaise qui mérite d'être analysé en profondeur. Le porteur de voix estime que le continent a besoin de sa jeunesse pour bâtir une Afrique nouvelle. Nous l'écoutons au micro de Seydou Diop et Abibsek. Et il n'y a personne qui est... Il n'y a personne que je pense doit être content de voir périr des jeunes dans le désert, d'être malmenés de part et d'autre dans certains pays qui se réclament pays africains, qui font partie par exemple de la célébration des compétitions de la CAN, et en même temps qui ne considèrent pas les Africains du subsahariens en faisant partie intégrale de leur environnement. Et en même temps, des jeunes qui traversent, qui prennent les pirogues. Maintenant, on voit ce qui se passe au Nicaragua, Brésil, les consorts. C'est dur de voir tout cela se passer, alors que nous avons besoin de ces jeunes pour construire l'Afrique de demain.
Et nous disons tous l'Afrique, 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 mais on ne peut pas construire l'Afrique sans cette génération. Allez, le sport pour terminer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, première journée et deuxième match du groupe B. Le Sénégal qui fait face au Soudan du Sud au stade Abdoulaye Wade. Le match se joue à huis clos. Le Sénégal qui a déjà réussi à marquer 4 buts, 3 lors de la première mi-temps et un 4e lors de la deuxième mi-temps. Il n'est pas encore terminé. Des buts marqués successivement par Pape Matar Sarr, Sadio Mané 2 fois et Lamine Camara. Et voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon week-end à toutes et à tous.